Donc, je m'appelle Flore Samaran, je suis enseignant-chercheur à l'ENSTA Bretagne. Donc, l'ENSTA Bretagne, c'est une école d'ingénieurs qui se trouve à Brest, dans la zone de Kerkaradec, entre la prison, Castorama et j'imagine Ikea, oui, s'il y en a qui connaissent. Donc, c'est pas du tout, si vous avez des chercheurs qui viennent de Plouzané, où ils sont vus sur la rade et tout, c'est pas là. Néanmoins, je suis dans une école d'ingénieurs, ingénieur généraliste, et je suis enseignant-chercheur. Ça veut dire que je fais un peu d'enseignement et une grosse part aussi de recherche sur le son sous l'eau. Merci. Du coup, je mets comme ça. Ah, zut. Pendant que je me présente, on va laisser ce petit fond sonore de son sous l'eau. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc je suis là-bas depuis une dizaine d'années. Comme il y a beaucoup d'étudiants, je vais présenter un petit peu mon parcours parce que ça peut vous donner des idées, puis savoir un peu qu'est-ce qu'on fait pour être enseignant-chercheur et travailler sur le suivi par acoustique des cétacés. Qu'est-ce qu'on fait pour en arriver là ? Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, alors c'était il y a longtemps, hein, un DUG de biologie générale. Et donc ça équivaut à la L1, L2. Et puis ensuite, je suis partie en licence à l'Université de La Rochelle parce que je voulais travailler sur l'océan, les mammifères marins dans l'océan. Et donc c'était très important en fait de bien connaître le milieu dans lequel ils évoluaient avant de les étudier eux. Et à l'Université de La Rochelle, j'ai eu l'occasion de partir en maîtrise à l'Université du Québec à Rimouski. Donc, je suis partie au Canada et là j'ai commencé à faire un projet de recherche avec un chercheur en acoustique sous-marine. C'est là où j'ai tout appris sur les suivis par acoustique marine. Donc, j'ai vraiment tout appris sur le tas. Et après ça, je suis revenue en France et j'ai fait une thèse de doctorat au Centre d'études biologiques de Chizé et l'Université de La Rochelle. Et après ça... parce que c'était long. J'ai fait un postdoc aussi à... Je coupe un peu le son. À l'université de Washington, à Seattle. Et encore après ça, c'est très long, hein, j'ai fait 10 ans. Et j'ai eu l'opportunité de travailler à l'Observatoire Pélagis à l'Université de La Rochelle, jusqu'à ce que j'ai mon poste à l'ENSTA Bretagne. Donc c'est un travail long. Plusieurs fois, j'ai voulu baisser les bras, j'avoue. Mais disons qu'il y a tellement de choses à découvrir, tellement de sons à découvrir sous l'eau que ça ne m'a jamais perdu. Et ça m'a toujours animée, en tout cas, à poursuivre dans ce parcours-là. Donc, je vais commencer cette plongée sonore dans l'univers des cétacés. Alors, je ne sais pas, ça ne marche pas non plus, là. Je peux pas... Ah, voilà. Alors, les cétacés, donc, comme je ne sais pas trop, un peu, on m'a dit que c'était grand public, il y a quand même pas mal de gens, à mon avis, qui viennent aussi de la science et des étudiants. Je vais faire des trucs un peu généraux, puis voilà, selon vos têtes, je verrai si je peux pousser un peu plus ou pas. Déjà, les cétacés, ce sont des mammifères marins. Donc, c'est des mammifères qui ont des poumons, qui respirent de l'air. Et au cours de leur évolution, ils sont retournés à la mer. Et ils ont subi, par l'évolution, des transformations morphologiques et physiologiques pour arriver à ce genre de silhouette. Donc, ce sont des animaux qui ont perdu leurs membres inférieurs, par exemple. Les narines ont migré en haut de la tête. C'est plus pratique pour respirer quand on va en surface. Et puis, ils se sont retrouvés dans un milieu où la pesanteur a fait certains ont pris beaucoup de poids. On retrouve donc il y a 90 espèces de cétacés, donc c'est pas beaucoup dans le règne animal, c'est pas beaucoup 90 espèces. Et parmi ces 90 espèces, on va retrouver deux groupes. On va retrouver le groupe des baleines dites à fanon, c'est ce qu'on appelle les mysticètes. C'est toutes les très grosses baleines, elles sont à peu près une douzaine.
Et à la place de leurs dents, elles vont avoir des lames de kératine qui sont fixées sur leur mâchoire supérieure. Et ce sont des animaux qu'on appelle des filtreurs. Ils vont engouffrer une grande quantité d'eau. Et puis, grâce à leur fanon, ça va faire un peu office de passoire. L'eau va s'évacuer et elles vont conserver à l'intérieur de leur bouche, enfin de leur gueule, des quantités de nourriture qu'elles ont à ingérer. Et en général, ces espèces-là, elles vont manger des toutes petites crevettes qu'on appelle du krill, ou alors des tout petits poissons qui se déplacent en banc. Donc ce sont des animaux filtreurs, les mysticètes. Ça va être toutes les très grosses baleines que vous allez retrouver ici. Ensuite, on a une autre catégorie où ils sont plus nombreux, c'est les odontocètes. Et les odontocètes, ce sont des cétacés qui, eux, sont à dents. Ce sont des chasseurs. Les odontocètes, ils vont manger du poisson ou des calamars, ça dépend des espèces, mais ils vont surtout chasser avec un système qu'ils ont au-dessus de leur crâne, qui va se situer ici, je vais en parler un petit peu tout à l'heure, qui est un système de sonar qui vont visualiser comme ça, qui va leur permettre de visualiser le milieu environnant. Au niveau morphologie, donc on a quand même des choses un peu différentes. Le plus gros cétacé, ça va être la baleine bleue. C'est le plus gros animal vivant sur cette terre. On est à peu près à 30-35 mètres pour certaines espèces. Certains font plus de 200 tonnes. Et le plus petit, ça va être dans les odontocètes. Ça va être le marsouin qui fait à peu près 1 mètre et une cinquantaine de kilos. Donc c'est très très variable. Ce que vous connaissez sûrement, c'est les plus connus, en tout cas, c'est celle qu'on voit souvent, c'est la baleine bleue, parce que souvent c'est ce qu'on apprend quand on est petit. La baleine à bosse, qui est aussi bien connue. Et dans les delphinidés, on va retrouver les dauphins. Il y a d'autres espèces comme les baleines à bec qui sont beaucoup plus rares. L'orque qui est assez aussi reconnaissable. Et on ignore, souvent on oublie que c'est un odontocète et qu'il a des dents, le cachalot aussi. Voilà, donc ça va être le plus grand des odontocètes. Alors ce sont des espèces, parmi ces 90 espèces, il y en a 30% qui sont menacées à l'heure actuelle. Alors menacées par quoi ? Quand on est une baleine, on est menacé par quoi en 2024 ? Ça marche pas, je peux pas passer en fait. Hop. Voilà. Alors on est menacé déjà parce que dans les années 1900, la chasse commerciale a drastiquement fait diminuer les populations, surtout de très grandes baleines, surtout celles-ci. Alors pourquoi ? Parce que ces baleines-là étaient très grasses. Elles contenaient beaucoup d'huile qui ont servi à tout un tas de fonctionnement, notamment pour faire de l'huile pour allumer les villes, par exemple, pour faire des bougies, pour faire de la cosmétique. Avec les fanons dont on parlait tout à l'heure, on faisait des choses qui maintenant, on va faire ça avec du plastique. Dans une grande baleine bleue comme ça, on pouvait faire beaucoup de choses. Et donc, comme le pétrole n'était pas très... En tout cas, on n'avait pas découvert grand-chose encore sur le pétrole. Et puis, l'utilisation de tout ce qui était tiré du pétrole, on en était encore loin. Finalement, la baleine, c'était vraiment une ressource très importante. Et donc, on est à une grosse diminution sur quelques décennies. Donc, on parle de 1900 jusqu'à 1960. Il y a à peu près plus de 99% des baleines bleues, par exemple, qui ont été capturées pour cette fonction-là, quoi. La sonnette d'alarme a été vraiment tirée dans les années 60, justement parce que les baleiniers ne trouvaient plus du tout de grosses baleines et commençaient à se reporter sur les plus petites baleines. Mais c'était moins intéressant de chasser ces petites baleines-là parce que ça demandait... disons que c'était moins rentable par rapport à chasser une grande baleine bleue. Donc, on est déjà, en tout cas pour les grandes baleines, sur des effectifs qui sont très faibles. Et les autres menaces à l'heure actuelle, c'est vraiment tout ce qui va être dégradation de l'habitat liée à la pollution anthropique. Donc ça va être tout ce qui est pollution chimique, pollution plastique, pollution sonore aussi, on va un petit peu en parler tout à l'heure. Et puis les interactions aussi avec les activités humaines, notamment les collisions, par exemple sur des navires ou les prises accidentelles dans
dans des engins de pêche. Donc prise accidentelle dans des engins de pêche, c'est vraiment une des causes de menaces très fortes sur les dauphins, par exemple, dans le golfe de Gascogne à l'heure actuelle. Et puis les collisions, c'est vraiment au niveau planétaire l'une des plus grandes causes de mortalité aussi chez les cétacés. Alors c'est pas très joyeux tout ça, j'avoue, je vous plombe un peu l'ambiance, mais c'est juste pour montrer un peu la réalité de la chose, et puis aussi que c'est très important en fait d'étudier et d'en savoir un peu plus sur ces animaux-là, parce qu'elles ont eu des nombreuses pressions passées, comme la chasse, il y aura encore des pressions à venir qui seront de plus en plus importantes, parce que dans tout ça, j'ai pas parlé non plus des changements globaux, des déplacements de population de poissons qui va faire un peu changer finalement l'habitat des cétacés aussi. On dit que les cétacés, c'est vraiment des représentatifs. Enfin, ça représente en tout cas l'état de santé de la planète, ce qu'on appelle des espèces parapluies. Et c'est pour ça que c'est important, en tout cas, de les étudier, de mieux les connaître pour mieux les étudier et les conserver. Alors, il y a différents moyens pour étudier les mammifères marins. La méthode la plus classique, c'est évidemment de faire des observations visuelles. Alors, il y a quelques années, on faisait exclusivement des observations visuelles depuis un bateau ou depuis un promontoire, essayer de voir les animaux. Maintenant, on peut faire des observations visuelles avec des avions qui sont munis de hublots-bulles et qui permettent, en tout cas, si on vole à une certaine hauteur, de dénombrer les mammifères marins qui passent sous l'avion. Et puis maintenant, on a aussi la technologie des drones qui nous permet aussi de faire de l'observation de mammifères marins et d'en savoir un peu plus sur leur comportement en les dérangeant un peu moins. Ça, c'est vraiment les méthodes classiques qu'on va utiliser. Depuis quelques années, on voit aussi le développement de petits capteurs qu'on peut déployer sur des baleines, ce qu'on appelle le biologging. Donc ça va être des petits capteurs qui vont collecter plein d'informations, notamment la position de l'animal. Et puis aussi la profondeur à laquelle elle nage, par exemple, plein de choses comme ça. Et puis, on a pas mal d'infos aussi sur les mammifères marins en suivant les échouages. Et en France, on a la chance d'avoir un réseau national d'échouage qui nous permet de centraliser toutes ces infos-là. Alors si on se concentre sur les observations visuelles, de façon générale, c'est quand même quelque chose qui est limité. Ça dépend souvent de la météo, de la lumière, des conditions de mer. Faire des campagnes d'observation visuelle, souvent c'est aussi assez cher. Il faut mobiliser un bateau ou il faut mobiliser un avion. Et puis on va faire ça souvent sur une petite période de temps ou sur une petite surface, mais c'est rare qu'on puisse faire le tour de l'océan austral comme ça, sans arrêt, et de tout couvrir par des observations visuelles. Ça coûterait trop cher. Et puis en soi, l'observation visuelle, pour suivre les mammifères marins, c'est pas vraiment la méthode, le dispositif de suivi le plus adapté, parce que ce sont des animaux qui passent 90% de leur temps sous l'eau. Quand ils sont en surface, c'est uniquement pour respirer. Donc c'est quand même, c'est mieux de les observer sous l'eau. Alors sous l'eau, si on veut observer les animaux sous l'eau, qu'est-ce qui se passe ? En fait, la lumière, elle y pénètre très peu. La couche de lumière, en fait, on est vraiment sur à peu près 200 mètres. Puis après, c'est le noir complet. Par contre, sous l'eau, les ondes sonores se propagent très bien. Elles se propagent très rapidement, beaucoup plus rapidement que dans l'air. Sur le petit exemple que je vous montre ici, vous avez une intonation ici, quelque chose qui explose, et on vous dit, on vous montre un peu en temps réel le tracé, à quel moment quelqu'un qui est dans l'air et quelqu'un qui est dans l'eau va percevoir cette onde sonore. Donc on est sur une vitesse 5 fois plus rapide que dans l'air. C'est les propriétés physiques, chimiques de l'eau, la température, la salinité qui fait ça, que la conductivité des ondes sonores, elle est beaucoup plus importante sous l'eau. Alors quand on est scientifique, c'est trop bien, parce qu'on se dit, grâce aux ondes sonores, on va pouvoir apprendre tout un tas de choses sur l'océan. Alors, il y a deux façons de faire des suivis par acoustique. Tout à l'heure, on a vu qu'il allait y avoir une présentation sur l'archéologie dans quelques semaines. Et les archéologues, eux, ils utilisent ce qu'on appelle de l'acoustique dite active. En fait, ils envoient une onde sonore et l'onde sonore va arriver sur un objet, elle sera réfléchie et ils vont capter l'image de cette onde sonore. Donc l'acoustique active, elle est beaucoup utilisée en archéologie sous-marine. Elle est aussi utilisée pour étudier les bancs de poissons, par exemple, ou pour faire de la cartographie sous-marine.
Donc c'est quelque chose, vraiment, on envoie un signal et on récupère. Moi, ce que je fais, c'est de l'acoustique passive. C'est passif. Je mets un micro sous l'eau et je ne fais rien d'autre. J'écoute juste ce qui se passe. L'acoustique active, c'est l'étude du paysage sonore sous-marin. Et ça a des tas d'applications, donc, dont le suivi des mammifères marins. Alors ici, je vais vous montrer un petit exemple de ce qui se passe quand on met un micro sous l'eau. Donc ici, j'ai mis un petit enregistreur sous l'eau. On va entendre toutes sortes d'informations. Le paysage sonore sous-marin, il se décompose en 3 grandes parties. Il y a une partie qui est ce qu'on appelle la géophonie. Ça va être tous les sons d'origine terrestre. Donc ça peut être par exemple les tremblements de terre. J'espère que ça va marcher. On peut aussi retrouver le bruit du vent, des vagues. Et puis ici, vous avez un bruit émis par des icebergs. C'est un iceberg. Alors, ce que vous entendez là, c'est pas le son réel. Parce que les sons, j'en parlerai tout à l'heure, ces 2 sources sonores-là, c'est des sons qui sont dans les très basses fréquences. Elles ne sont pas audibles à l'homme. Nous, on entend entre 20 et 20 000 Hz. Là, vous avez l'impression que c'est un son aigu parce qu'on l'a accéléré pour que ça puisse être audible à nos oreilles. La plupart des sons de géophonie, en général, ils sont pas audibles. Ensuite, on va retrouver tout ce qui est source d'origine naturelle, d'origine biologique. Donc, c'est tout ce qui est biophonie. Nous, ce que je vais parler surtout aujourd'hui, c'est les mammifères marins, parce qu'ils émettent des sons sous l'eau. Je vais vous donner un petit exemple. Mais évidemment, il n'y a pas que les mammifères marins qui émettent des sons sous l'eau. On peut avoir les crevettes, on a les sons des poissons, on a tout un tas d'organismes, en fait, même voilà, les petites activités benthiques qui vont faire aussi beaucoup de bruit sous l'eau. Et la 3e catégorie qu'on va retrouver aussi dans le paysage sous-marin, là, c'est des sons qui ne sont pas d'origine naturelle, c'est des sons anthropiques, c'est ce qu'on appelle l'anthropophonie. Donc ici, vous avez un exemple d'un navire, d'un enregistrement d'un navire sous l'eau. Je ne sais pas s'il y a des oreilles d'or dans la salle qui sont capables de compter le nombre de pales. En tout cas, on a un son vraiment très régulier. Donc tous ces sons sonores, enfin toutes ces sources de bruit, enfin tous ces sons, on l'entend de plus en plus fort. À mesure qu'il s'approche du capteur, on l'entend bien sûr de plus en plus fort. Donc faire du suivi par acoustique passive, ça va permettre, en tout cas pour des tas de chercheurs, de travailler sur différents aspects. Le vent, la mesure acoustique du vent va intéresser les météorologues par exemple. Tout ce qui va être activité, enfin son des tremblements de terre ou son des icebergs, ça va beaucoup intéresser les géophysiciens. Et puis nous, enfin en tout cas pour ma part, tous les sons d'origine biologique, ça va m'intéresser parce que je fais de la bioacoustique. Oula, ils vont tous se mettre. Donc là, c'est pour résumer un peu le paysage sonore sous-marin avec les trois parties, hein, biophonie, géophonie et puis l'anthropophonie. Alors, je vous ai dit, au cours de leur évolution, les cétacés se sont très bien adaptés au milieu marin. Et justement, ils ont développé des mécanismes de production et d'écoute sonore qui sont vraiment uniques dans le règne animal. Alors, les odontocètes et les mysticètes n'ont pas évolué de la même manière sur ce point-là, sur la production sonore. Les odontocètes, je vous ai dit que c'était des chasseurs, donc eux, ils avaient plutôt besoin d'un radar. Et donc, eux, ils ont vraiment le sonar actif, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour repérer les épaves. Et bien, eux, ils ont ça donc, en haut de leur crâne.
ce qu'on appelle le système d'écolocalisation. Ils vont émettre des clics et puis quand ils vont percuter un objet, ils vont avoir l'image qui va leur revenir dans leur cerveau. Donc ils vont émettre des clics d'écolocalisation. Alors c'est super parce qu'ils en émettent tout le temps. Donc c'est des bons indicateurs de leur présence. Quand on étudie le son sous l'eau et qu'on entend des clics d'écolocalisation, bah, ça veut dire que l'animal est là. Et puis souvent l'animal chasse en plus. Donc c'est important, c'est riche en informations. Et les cétacés à dents, ce sont aussi des animaux qui sont relativement sociaux. Ils vivent souvent en groupe et ils ont aussi développé un langage. Alors là, c'est pas avec leurs clics, mais c'est avec des lèvres phoniques qu'ils vont avoir au niveau de leur évent. Ils vont siffler, un peu comme nous, on sifflerait. Et donc, ils vont émettre des clics et des sifflements qui vont plutôt être indicateurs d'un comportement social. Donc là, je vais vous montrer un petit exemple. Vous allez entendre les deux. Vous allez entendre un clac, 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 les clics, ça c'est des clics d'écolocalisation de cachalot. Et puis vous allez entendre dans tout ça des petits sons aigus, des petits sifflements aigus de dauphin. Cachalot. Donc plus l'animal va se rapprocher de sa proie, plus la cadence des clics sera courte en fait. Jusqu'à ce qu'on entende une espèce de buzz à la fin. Et là, c'est souvent quand il est sur l'animal, sur le poisson à chasser. Donc ils vont avoir en tout cas les baleines à dents ont ces clics de colocalisation et ces sifflements. Alors les sifflements, souvent, ça permet de reconnaître l'individu ou le groupe à laquelle le groupe à laquelle l'individu appartient. Ils vont utiliser ça pour des identifications entre eux. Et puis pour signaler aussi des choses. Ensuite, les baleines à fanon, donc les mysticettes, elles n'ont pas de clic d'écolocalisation. Enfin, elles font pas de clic d'écolocalisation. Elles n'ont même pas de sonar. C'est pas des chasseurs, donc on pense qu'elles n'ont pas d'utilité. Elles doivent trouver leurs ressources alimentaires d'une autre façon. Elles vont émettre des sons, et ça, c'est assez mystérieux. C'est vraiment très récent. On a découvert il n'y a pas très longtemps la façon dont elle produisait, elle émettait ces sons-là. On pense qu'elle a un générateur acoustique, et puis qu'elle fait passer un peu d'air dans ce qui pourrait s'apparenter à des cordes vocales. Et ça lui permet de produire des sons. Alors le son le plus connu, en tout cas... Voilà, je pense que vous le connaissez un peu tous, c'est le son de la baleine à bosse. Des fois, on en retrouve dans de la musique. C'est un son... on peut en avoir dans des CD de relaxation, par exemple. Alors, ça, c'est des chants de baleines à bosse. On dit des chants parce qu'elles vont émettre vraiment elles font vraiment de la musique. Et en général, c'est les mâles qui vont émettre ces chants-là, soit pour attirer les femelles, soit pour repousser les mâles. En tout cas, c'est un chant qui est associé à une période de leur vie, qui est la période de reproduction. Elles émettent aussi d'autres types de sons pour lesquels on fait moins de CD. C'est des sons sociaux qui sont beaucoup moins mélodieux. Et ça, c'est des sons plutôt quand elles sont en période d'alimentation. Rien à voir. Là, elles ne se font pas. Voilà, donc ces sons ont aussi une action, rechercher le partenaire, indiquer un peu sa présence. Les sons sont très importants aussi entre la mère et le petit. Ça, c'est des études récentes qui ont été faites il y a quelques années. Donc, elles émettent toutes sortes de sons. Là, c'est juste pour vous remettre un tout petit peu c'est même pas de la théorie, c'est juste un terme. Vous avez dû apprendre ça quand vous étiez peut-être en 4e, j'imagine, que F égale 1 sur T, la fréquence d'un signal. Donc, une onde sonore, c'est une onde, comme ça. Et puis, entre deux signaux identiques, vous avez la période. L'inverse de la période, c'est la fréquence. Donc, la fréquence à laquelle on émet un signal. Plus la période va être grande, plus la fréquence sera basse, plus le son sera grave, si vous voulez. Et plus la période est courte, plus la fréquence est élevée et plus le son est aigu. Donc, nous, on entend entre 20 Hz et 20 000 Hz.
En dessous, on dit que c'est des infrasons. Au-dessus, on dit que c'est des ultrasons. Dans le milieu marin, on va entendre des sons à 1 Hz, même moins de 1 Hz. Pour un géophysicien, par exemple, 1 Hz, c'est des hautes fréquences, parce qu'eux, ils écoutent vraiment des choses très, 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 très basses fréquences. Et puis, on va retrouver des cétacés qui vont émettre des sons à 200 000 Hz, donc 200 kHz. Donc, des sons qui, finalement, ne seront pas audibles pour nous, du tout. Donc, eux, ils utilisent une très large gamme de fréquences. Ici, vous avez un peu la répartition des fréquences selon les cétacés. Alors, il y a quelque chose, on retrouve souvent ça dans le règne animal, mais plus l'animal est gros, plus la fréquence, enfin en tout cas, il est capable d'émettre des fréquences graves. Et c'est le cas des grandes baleines. Les baleines bleues, les rorquals communs, ce sont des animaux qui vont émettre dans les basses fréquences. Souvent, c'est des sons qui vont être inaudibles à l'homme, à l'oreille humaine. Et c'est des sons qui vont être très puissants, qui vont du coup, comme c'est de la basse fréquence et comme c'est très puissant, qui vont se propager sur plusieurs dizaines, voire peut-être centaines de kilomètres. On estime à peu près qu'on peut entendre une baleine à peu près 200 kilomètres au maximum, quand le bruit ambiant n'est pas trop élevé, quoi. Ensuite, on va retrouver les dauphins. Les dauphins, ils vont émettre des sifflements cette fois, plutôt dans l'audible humain. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, on a entendu des sons de dauphins que j'ai pas du tout, j'ai pas du tout modifiés. Et puis, dans les sons beaucoup plus élevés, on va retrouver tout ce qui va être clic d'écolocalisation. Donc les clics d'écolocalisation seront pour nous de l'ultrason, en fait. On les entendra pas. Donc là, vous avez différentes espèces avec la fréquence dans laquelle ils émettent des clics. Dans les odontocètes, on a quand même une exception, c'est le cachalot. Alors le cachalot, lui, il émet des clics d'écolocalisation dans une très large gamme de fréquences, et lui, il n'émet pas de sifflement. Il n'est pas capable de siffler. Enfin, apparemment, pour l'instant, on n'a jamais entendu un cachalot siffler. Donc il communique avec ces clics d'écolocalisation. Il fait une sorte de morse, si vous voulez, avec les clics d'écolocalisation pour se signaler. Donc tous ces sons, finalement, quand on les enregistre, ils vont être indicateurs de la présence d'une espèce ou d'un groupe d'espèces. Et c'est vraiment à ça que va servir les suivis par acoustique passive. On va pouvoir lister les différentes espèces présentes parce qu'on connaît leurs sons, leurs sifflements, leurs fréquences. Si on enregistre sur une grande période de temps, et ça c'est l'avantage des suivis par acoustique passive, c'est qu'en général on met un enregistreur autonome à l'eau et on le laisse pendant 3 mois, 1 an, 5 ans si on pouvait. On va pouvoir caractériser très finement la saisonnalité de la présence des animaux parce qu'on enregistre toujours au même endroit et quand on a par exemple des animaux qui vont faire des migrations, à une certaine période de l'année on va les entendre, puis après on les entendra plus, puis après ils vont revenir. Ça fait ce genre de patron saisonnier comme on voit ici. Vous avez ici les années, les mois et puis une présence acoustique ici qui est représentée par une métrique sous forme d'une barre. Quand on a plusieurs espèces, ça nous permet de comparer la fréquentation des zones par les différentes espèces, de voir si on a des habitats qui se partagent ou comment est-ce qu'elles cohabitent dans tout ça. Et puis, ça permet aussi de caractériser le rôle d'un habitat. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si on est dans une zone où on enregistre beaucoup de buzz, beaucoup de clics d'écolocalisation, c'est sûrement un habitat qui est favorable à l'alimentation pour les cétacés. Donc ce genre de suivi, ça va vraiment servir, c'est vraiment une donnée très importante pour la conservation des espèces, pour en savoir plus sur leur distribution, et puis voilà, surtout sur leur distribution. Là, j'ai suivi différents exemples, différentes applications, j'ai marqué. On peut utiliser le suivi par acoustique passif, par exemple, pour gérer un parc naturel marin, par exemple, ou une zone d'aire marine protégée. C'est un dispositif de suivi, en tout cas en France, qu'on va utiliser de plus en plus. Et puis, on utilise aussi beaucoup les suivis par acoustique passive pour voir un peu l'effet de l'anthropisation du milieu marin, notamment au niveau de l'introduction d'énergie, de bruit dans l'océan, de bruit généré par des travaux ou des choses comme ça. Donc dans les suivis, par exemple, de chantiers énergie marine renouvelable, ce dispositif de suivi-là, il est beaucoup utilisé justement pour connaître la fréquentation des animaux et connaître aussi le bruit dans lequel ces animaux évoluent.
Alors, il y a pas mal d'avantages sur cette technique-là, mais il y a aussi pas mal de limites. On va commencer par les avantages, parce que c'est quand même mieux. Puis après, moi, je ferai ma petite note où c'est bien, mais c'est pas parfait non plus. Donc l'avantage par rapport à un suivi visuel, c'est qu'on peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, laisser l'enregistreur de jour comme de nuit, quelles que soient les conditions météo, mais c'est sûr que s'il y a beaucoup de vent, s'il y a beaucoup de vagues, on l'a vu tout à l'heure, on risque d'avoir un bruit ambiant qui est quand même important et qui peut finir par masquer les signaux qu'on cherche. Mais bon, grosso modo, ça permet quand même de détecter plus par mauvais temps que les observations visuelles. Le fait qu'ils émettent des sons sous l'eau, que le son se propage très bien sous l'eau, les portées de détection des signaux sonores est importante. Et du coup, ça nous permet en fait de monitorer, si vous voulez, de surveiller une zone qui est beaucoup plus importante qu'avec de l'observation visuelle. On peut faire des suivis long terme. On a des observatoires à l'ENSTA, avec l'Université de Bretagne occidentale, qu'on a mis pendant 10 ans dans l'océan Indien, par exemple. On peut couvrir une large zone géographique. Et puis, une large zone géographique qui peut être très éloignée. Puisque l'idée, c'est de mettre un hydrophone, de le laisser là pendant, par exemple, 1 an et de venir le récupérer l'année d'après. Donc, au niveau de manip de terrain, d'aller sur site et tout ça, c'est quand même moins coûteux. Et souvent, on peut mutualiser avec d'autres programmes scientifiques. Et puis, c'est bien adapté sur des espèces qui sont très discrètes parce qu'il y a des cétacés, par exemple, qu'on voit très peu, qui viennent très peu en surface, mais par contre, qui émettent beaucoup de sons sous l'eau. Donc, c'est quand même bien adapté pour ça. C'est tous les avantages. Les limites, et la plus grosse limite, c'est que si l'animal ne fait pas de bruit, on ne sait pas qu'il est là. On ne sait pas qu'il est là, on ne sait pas que cette espèce est là. Et puis on a des animaux qui émettent des sons de façon saisonnière. Ça dépend en fait, on l'a vu tout à l'heure, pendant leur période de reproduction. Donc ça c'est une des grandes limites, c'est on a seulement de la présence. On ne peut pas dire que les animaux sont absents ou présents et qui ne font pas de bruit. Ça c'est pas possible. L'autre chose qu'on ne peut pas avoir, c'est le nombre d'individus. Je vous ai dit tout à l'heure, en faisant des survols aériens, on est capable de compter le nombre d'individus. Et puis en faisant des modèles mathématiques, on est même capable d'estimer la densité des individus. Avec de l'acoustique passive, ça c'est très compliqué. Parce qu'en fait, c'est difficile de dire, là, si quelqu'un nous écoutait, par exemple, il penserait qu'il n'y a qu'une seule personne dans la pièce parce qu'il n'y a que moi qui parle. C'est pareil chez les cétacés, il y en a qui sont très bavards, il y en a qui le sont beaucoup moins. Et donc, c'est difficile de sortir un nombre d'individus à partir de la donnée acoustique. On ne sait pas toujours qui est la source. On fait des fois des suivis de saisonnalité de baleines, alors qu'on n'a jamais vu cette baleine, juste par l'acoustique. Vous avez peut-être entendu parler d'une baleine solitaire qui émet un son à 52 Hz, qui est enregistré depuis des décennies. Et personne n'a jamais enregistré cette baleine vraiment. L'individu ne sait pas qui émet ces sons-là. Mais on peut faire des suivis, on peut faire des publications scientifiques sur des espèces qu'on n'a jamais vues, qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas répertoriées. Et justement, c'est ça l'important de la bioacoustique, c'est que c'est une science qui est assez récente, c'est vraiment lié à l'ère de la numérisation. Moi, quand j'ai commencé à faire de l'acoustique dans les années 2000, on sortait tout juste des tapes, des cassettes sur bande magnétique. Donc ça, c'était le début des suivis de bioacoustique. Mais voilà, en mer, c'était fragile. Ces bandes magnétiques, elles n'aimaient pas trop l'humidité et tout ça. Et puis à partir des années 2000, là, on a commencé à numériser à peu près tout ce qu'on pouvait, dont les sons sous l'eau. Et là, c'est devenu l'explosion des suivis acoustiques. Et ça s'est vraiment démocratisé. C'est arrivé jusqu'aux scientifiques. Alors qu'avant, les suivis acoustiques, c'était vraiment quelque chose qui était vraiment réservé aux activités militaires. Pendant la guerre froide, ils ont mis plein d'hydrophones dans le Pacifique, par exemple, pour surveiller s'il n'y avait pas des sous-marins et tout ça. Et les analystes voyaient des signaux qui revenaient régulièrement et ils sont allés voir des biologistes en disant est-ce que ça peut être des sons d'une espèce qui vit sous l'eau ? Et les biologistes à l'époque pensaient même que c'était des sons tellement basse fréquence et tellement graves, ils pensaient que c'était les battements de cœur des baleines, quoi. Et puis après, on a commencé
à s'approcher des animaux, à mettre des hydrophones à côté d'eux et à découvrir en fait qu'ils émettaient des sons. Mais c'est c'est récent. C'est quand même quelque chose qui est récent et du coup on découvre toujours des nouveaux sons. Alors l'autre petit bémol aussi de ces suivis-là, c'est que ça engendre beaucoup de données et donc il faut penser beaucoup sur l'archivage et puis aussi ça engendre beaucoup de traitements après, quoi. Ça je vais en parler un petit peu après. Alors quand on fait un suivi par acoustique passive, en général on va faire ça en 3 étapes qui sont représentées ici. On va d'abord collecter la donnée. Donc je vais expliquer comment on fait après. Une fois qu'on a récupéré cette donnée-là, on va la traiter et puis on va l'interpréter. Alors la collecte de données acoustiques, en tout cas dans les suivis par acoustique passive, comme nous on fait chez nous, enfin l'ENSTA Bretagne, on va vraiment immerger des enregistreurs autonomes. Donc c'est ce genre de petits enregistreurs. Donc il va y avoir un micro sous-marin qu'on appelle un hydrophone, et puis à l'intérieur un système avec de l'énergie, donc des piles, et puis une carte électronique qui va enregistrer le son et un disque dur ou des cartes SD qui vont collecter ce son à l'intérieur. Donc les enregistreurs autonomes, ils vont rester comme ça, selon la façon dont on les paramètre, ils peuvent rester de 3 semaines à 1 an. Plus on va enregistrer les hautes fréquences, plus l'énergie va se vider vite et plus le disque dur va se remplir. Donc quand on enregistre toute une grande gamme de fréquences, en général, leur autonomie elle est réduite. Si on enregistre que les basses fréquences, par exemple que les baleines, là on va pouvoir enregistrer, laisser l'instrument pendant 1 an, il sera autonome sans problème. Donc on va déployer ces enregistreurs, c'est ce qu'on appelle les suivis fixes. Sur des mouillages, donc c'est des lignes de mouillage avec un lest. Et puis ici vous avez là 2 types d'enregistreurs. Donc soit ils vont être dans la colonne d'eau, soit ils vont être posés au fond. Ça va dépendre de la zone dans laquelle on veut déployer les instruments. Donc ici tout ça va au fond de l'océan. On peut aussi les fixer sur des engins de pêche, par exemple ici, c'est fixé sur des filets de pêcheurs justement pour voir la fréquentation des dauphins autour des filets de pêche. Donc ça c'est les suivis fixes. Et puis on peut faire aussi des suivis sur des porteurs mobiles. Donc cette techno d'hydrophone et d'enregistreur autonome, on va la déployer sur sur des animaux par exemple qui vont explorer les océans. Donc un super animal qui explore les océans, c'est l'éléphant de mer. L'éléphant de mer, il peut parcourir des milliers de kilomètres et donc il part avec une petite balise sur sa tête et un enregistreur autonome. On peut déployer des balises directement sur les baleines aussi ou sur des robots sous-marins silencieux comme des gliders. Donc il y a différentes techniques selon ce qu'on veut faire. Alors nous à l'ENSTA, on va beaucoup utiliser ce dispositif-là sur les filets, les éléphants de mer et le glider aussi. On a un petit peu fait ça aussi au Chili, mais on commence tout juste là. Notre aire d'études, on a 2 grandes aires d'études. On a beaucoup travaillé, on continue à travailler beaucoup dans l'océan Indien pour travailler sur les grandes espèces de cétacés, surtout la baleine bleue et baleine bleue rorqual commun et petit rorqual. On a un réseau d'hydrophones ici avec l'Université de Bretagne occidentale qui s'appelle Oasis Bio et c'est les petits points jaunes que vous avez ici qui a tenu, cet observatoire a été maintenu pendant une dizaine d'années. On a d'autres zones, par exemple au niveau de Mayotte, ici, où on a des enregistreurs, au sud de la Tasmanie aussi, pour les espèces qui vont être dans cette zone-là. Et puis depuis quelques années, on a aussi des suivis en métropole. Donc là, plutôt pour les espèces qu'on va retrouver dans nos eaux, donc plutôt des delphinidés, dauphins communs, grands dauphins et les marsouins. Une fois qu'on a récupéré cette donnée, là on a ce qu'on appelle notre chaîne de traitement.
qu'on appelle Osmose, donc on va collecter les grands jeux de données, on va devoir les stocker quelque part. Ensuite, on va effectuer une bonne partie d'annotation manuelle. Et donc là, je m'adresse aux étudiants. On cherche toujours des étudiants à annoter manuellement des signaux pour des petits stages. Si vous avez envie, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Parce que l'annotation manuelle, elle est indispensable, mais elle est chronophage. Et elle ne peut se faire que par l'humain. Cette annotation manuelle, en fait, elle va servir à créer des bases de données annotées qui vont après nous permettre de développer des algorithmes de détection automatique. Et là, ça va nous permettre du coup de traiter plus rapidement des grands jeux de données. Mais il faut toujours une vérification pour voir si l'algorithme est plutôt conservateur ou plutôt permissif, en fait. Soit il ment et il voit trop de choses, ou soit il n'en voit pas assez. Mais ça, c'est important. Et puis après, il y a tout un travail d'interprétation, de mise en relation avec d'autres variables et tout ça. Alors, comment est-ce qu'on annote des sons? Parce que là, je vous ai fait juste écouter des choses. Donc là, je vais vous montrer... donc déjà, je vous ai dit qu'on entendait, nous, que de 20 à 20 000 Hz, alors qu'eux, ils émettent des sons dans une plus large bande de fréquence que nous. Et puis... Là, vous avez un enregistrement. J'annote pas en disant, là, j'entends un sifflement. Je le fais pas à l'oreille, en fait. Écouter les sons, c'est ce qu'on fait. On le fait parce que c'est sympa, mais en vrai, un bioacousticien le fait quasiment jamais, quoi. C'est des fois pour vérifier quelque chose, mais en général, on n'écoute pas. Qu'est-ce qu'on fait surtout? On va visualiser les sons. On va visualiser les sons sous forme d'un spectrogramme. Alors, c'est un outil de traitement de signal, hein. C'est une transformée de Fourier qu'on va faire pour représenter cette onde sonore là qu'on a vue tout à l'heure en une sorte de partition qui va représenter 3 informations. Ici, vous avez le temps. Ici, vous avez les fréquences. Et puis, la palette de couleurs. Alors ici, c'est vrai que si peut-être j'éteigne. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien le spectrogramme. Ouais. Vous voyez des petits motifs ici qui ressortent. Ils ressortent parce qu'ils sont plus énergétiques. En fait, la palette de couleurs va représenter l'énergie du signal. Donc ici, vous allez avoir... Et puis voilà, donc ça, les fréquences sont dans ce sens-là. C'est comme une partition de musique, hein. On a les graves ici et puis les sons aigus ici. Et donc là, on va visualiser ce qu'on entend, sachant que n'oubliez pas que nous, ce qu'on entend, c'est uniquement ça, hein. Ce qu'il y a entre 0 et 20, entre 20 Hz et 20 000 Hz. Ah, ça marche pas. Donc là, ce qu'on entend principalement, c'est les sifflements en fait. On entend très peu les clics. Les clics sont très aigus et on les perd vite en fait. C'est vraiment notre sifflement avec plein de sons différents là. Donc ce qu'on va faire, c'est regarder beaucoup des spectrogrammes, annoter ce qu'on voit. Est-ce qu'on voit des clics, des sifflements? Est-ce qu'on arrive à reconnaître à quelle espèce ça appartient? Ça, c'est vraiment le gros travail du bioacousticien. Donc ici, je vous ai, comme c'est une plongée sonore, je vous ai montré plein de signaux. Comme ça, après, si vous voulez annoter des signaux, eh ben, vous saurez. Vous en aurez déjà vu et entendu. Ici, on a, je vais commencer par les grandes baleines. C'est des signaux sonores de rorqual commun. Alors eux, ils sont typiques et c'est ceux-là, ces fameux battements de cœur que pensaient les analystes pendant la guerre froide. Parce que c'est des signaux comme ça, impulsionnels à 20 Hz, qui sont très énergétiques. On est à 190 décibels et qui vont être répétés de manière régulière. Ce qui est intéressant chez le rorqual commun, c'est que depuis qu'on enregistre des sons de rorqual commun, donc depuis, je sais pas moi, les années 50, c'est toujours le même son. Lui, il varie pas. C'est pas mélodieux du tout. C'est pas du tout... on n'en fera pas des disques non plus, des CD.
ça tout le temps, pendant des heures et des heures. En fait, quand on voit qu'elle émet ses sons en séquence comme ça, puis à un moment elle s'interrompt et c'est au moment où elle est en surface en fait pour respirer, et après elle replonge et on est reparti pour 20 minutes de sons comme ça, quoi. Donc c'est des sons. Alors il y a des petites variantes, peut-être géographiques. Pour l'instant, on n'en sait trop rien. Mais parfois, on a une impulsion ici en même temps que celle-ci. Des fois, on a ce qu'on appelle des doublés. Des fois, on a des petites choses ici avant la note principale. Mais grosso modo, c'est quand même peu varié et donc c'est assez simple à détecter avec des méthodes automatiques. Par exemple, le rorqual commun, c'est un super candidat. Le rorqual commun va émettre aussi d'autres sons, mais c'est pas non plus folichon ni pas non plus la folie, quoi. Le rorqual commun, c'est la première espèce que j'ai étudiée, moi. Je m'imaginais étudier des champs de baleines à bosse avec un casque pendant des heures. Et en fait, non, c'était le rorqual commun sur un spectrogramme. Voilà, rien à voir. Mais voilà, ça m'a pas dérangé, quoi. Voilà, on y en vient à la fameuse baleine à bosse. Donc, les chants de baleine à bosse sont émis par les mâles uniquement pour la reproduction. Et la particularité des chants de baleine à bosse, c'est que ce chant évolue au fil des années. Donc on a, si vous voulez, le tube de l'année, quoi, tous les ans, qui évolue. Là, je vais vous donner un petit exemple. Alors c'est très facile pour suivre les populations. Donc voilà, le mâle va chanter comme ça. C'est super parce que du coup, on arrive à voir un peu les différentes populations. Pour le début acousticien, les chants de baleine à bosse, c'est vraiment très intéressant. C'est assez casse-tête, mais ça l'est moins casse-tête qu'une autre espèce qui, elle, émet des chants. Et elle change quasiment tous les jours de chant. C'est la baleine du Groenland, donc c'est ma collègue Kate Stafford qui travaille en Arctique qui m'a prêté l'enregistrement. Alors là, on est aussi sur de l'audible. On a l'impression que c'est une corde de violon, une note qui passe pas, quoi. Elle est super exubérante, elle émet des sons toute la saison et elle change tout le temps de son d'une population à l'autre. Enfin, c'est très complexe d'étudier la baleine du Groenland, enfin la baleine boréale. Moi, ma chouchoute, celle sur laquelle j'ai fait une bonne partie de mes études, c'est la baleine bleue. Alors déjà parce que c'était le plus grand animal vivant sur Terre et je trouvais que c'était assez fascinant de travailler sur cette espèce. Et puis la baleine bleue, elle émet des sons, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. On ne sait même pas si c'est que les mâles comme les baleines à bosse. Il y a quelques études qui disent que c'est que les mâles, mais en tout cas elles émettent des sons comme ça, très basse fréquence, un peu comme le rorqual commun, qui va se répéter comme ça, mais un peu plus fun que le rorqual commun. Et ce qui est incroyable chez la baleine bleue, c'est que depuis qu'on enregistre des baleines bleues, donc pareil, je pense dans les années, je sais pas, le premier enregistrement de baleine bleue, je sais pas trop quand est-ce que ça date, mais ça devait être dans les années 50 ou 60, le chant n'a pas changé, très peu changé. La seule chose qui a changé au cours de ces décennies, c'est la fréquence principale du chant qui diminue un petit peu d'année en année. Et ça, on n'explique pas pourquoi. Sur toutes les baleines bleues du monde, on a une diminution de la fréquence, on ne sait pas pourquoi. Mais voilà. Les chants de baleines bleues, en fait, on répertorié 9 au travers du monde entier. Il y en a dans l'hémisphère nord, il y a 3 sortes, des chants du Pacifique Nord et des chants de l'Atlantique. Dans l'hémisphère sud, on va avoir beaucoup plus de populations acoustiques. La baleine bleue, c'est une espèce qui va effectuer des migrations. Elle va se retrouver, alors là c'est la baleine bleue antarctique, elle va émettre des sons, elle va se retrouver autour du continent antarctique pour s'alimenter durant l'été austral. Et quand on met des hydrophones autour de l'Antarctique, on va entendre ce signal-là. Donc elle émet des sons même en période d'alimentation.
Alors là, c'est des sons qui sont accélérés parce que c'est pas des sons audibles. Il faut savoir que la durée de la note que vous entendez, elle est beaucoup plus. Là, c'est accéléré 10 fois, donc elle est beaucoup plus longue en fait. C'est vraiment des longues plaintes comme ça pendant des heures et des heures. Et donc, où qu'on soit autour de l'Antarctique, on va entendre ce signal-là, caractéristique de la présence de la baleine bleue antarctique. Et puis, en période comme c'est une espèce qui migre, en période de reproduction et de mise bas, elle va migrer vers les eaux plus chaudes. Et là aussi, on va entendre le même signal. Donc, c'est super. Enfin, c'est vraiment suivre les sons de baleine bleue pour un suivi par acoustique passive, c'est vraiment bien parce qu'on a vraiment, c'est vraiment indicateur de la présence de l'animal. On peut suivre les migrations comme ça. Surtout sur une espèce comme ça qui, quand elle change de secteur, elle ne change pas de champ du tout. Et c'est pareil pour les baleines bleues pygmées aussi. Alors la baleine bleue pygmée, c'est une sous-espèce de baleine bleue. On dit pygmée, mais elle est genre 1 mètre plus petite que la baleine bleue, donc ça reste quand même une grosse baleine. Et elle, selon la zone géographique dans laquelle on va l'enregistrer, elle va émettre différents types de sons. Ça, c'est son signal principal, c'est la baleine bleue du nord de l'océan Indien, celle-là. Ensuite, on va voir à l'est de l'océan Indien, donc côté Australie. Donc là, c'est pareil, c'est accéléré, ça dure plus d'1 minute, le chant, en vrai. Et puis, côté ouest, on va retrouver la baleine bleue pygmée de Madagascar. Qui, pareil, va répéter son chant comme ça pendant plusieurs minutes et plusieurs heures. Alors, toutes ces études-là, j'en parle un peu parce que c'est ce qu'on fait à l'ENSA Bretagne et c'est ce qu'on fait toujours. On a notre fameux réseau d'hydrophones dans l'océan Indien qui s'appelle Oasis Bio et ça nous a permis, en tout cas quand on étudie les enregistrements de chacun de ces hydrophones-là, chaque petit point c'est là où on a des hydrophones, on va avoir un spectrogramme ici des données, donc ça c'est toutes les données, mais là c'est sur un spectrogramme long terme, c'est sur 1 an de données. Et vous voyez des bandes où il y a beaucoup plus d'énergie. Et si vous zoomez dans ces bandes-là, vous allez retrouver les motifs des baleines bleues, de chaque espèce, en fait. Et donc, sur 1 an de données comme ça, on est capable de reconnaître les espèces et de savoir à quelle période de l'année elles sont venues à proximité de nos hydrophones, à peu près dans la centaine de kilomètres autour des hydrophones. Ça permet de suivre les migrations saisonnières. C'est des travaux qu'on a menés avec surtout mes étudiantes en thèse, ce qui a permis en fait de retracer les limites de distribution des différentes espèces et des sous-populations, des sous-espèces et des populations acoustiques de baleines bleues dans l'océan Indien. Donc ça c'était pour les grandes baleines. Ensuite je vais vous montrer quelques delphinidés, puis après je vais vous montrer une étude plus locale en Iroise. J'ai encore du temps, ouais. C'est bon, ok. Alors une espèce que tout le monde connaît bien, autant la baleine bleue, je pense que oui, tout le monde la connaît, et chez les delphinidés, tout le monde connaît le grand dauphin. Le grand dauphin, c'est Flipper le dauphin. C'était un grand dauphin. Alors, le grand dauphin, lui, va émettre des clics et des sifflements. C'est Odoto7. Et ici, vous allez avoir un exemple de son. On va même entendre des petits buzz. Donc, les buzz, c'est vraiment quand là, les clics s'accélèrent. Vous voyez avec ma souris ici. Donc, c'est des signaux qui vont se propager moins loin. On est plutôt sur l'ordre, ça dépend vraiment du bruit ambiant, mais on est plutôt sur l'ordre du kilomètre que de la dizaine de kilomètres de rayon de portée de détection des dauphins. Leur répertoire vocal est très complexe. Alors eux, pour le coup, ils sont créatifs. Et on pense que les études récentes montrent que chaque dauphin aurait un sifflement individuel aussi, mais qui n'est pas toujours facile de définir. Les sifflements. Ah bah, il n'est pas vraiment okay. Une autre espèce qu'on va retrouver aussi
sur nos côtes, et de plus en plus, c'est le dauphin commun. Alors, le dauphin commun, comme le grand dauphin, il va aussi émettre des sifflements, il va aussi être très artistique dans ses sifflements. Et en plus, ils sont souvent très nombreux. Donc on va avoir comme un piaillement. Les sifflements vont se superposer les uns au-dessus des autres. C'est une espèce qui n'est pas facile à distinguer. En tout cas, à l'heure actuelle, on ne peut pas distinguer des sifflements de dauphin commun et de grand dauphin. Nous, on va démarrer une étude justement pour avoir un catalogue de sons de grand dauphin et un catalogue de sons de dauphin commun pour analyser les différences et voir si on arrive à les classifier après, parce qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas des choses qu'on sait faire. Et l'enjeu de conservation est assez important, notamment sur le dauphin commun, parce que c'est vraiment l'espèce qui se fait le plus capturer dans les filets des pêcheurs, quoi. Plus que le grand dauphin. C'est petit et pas fort en plus. Et puis je voulais quand même vous faire écouter aussi le cachalot, parce que lui, pour le coup, c'est vraiment un odontocète qui est complètement différent des autres d'un point de vue acoustique. Il va émettre, comme je l'ai dit, que des clics, et puis eux, pour le coup, c'est vraiment de forte intensité. Les sous-mariniers, ils disent que du cachalot, ils en entendent quasiment tout le temps. En fait, c'est le truc qu'ils entendent tout le temps quand ils sont sous l'eau. Le cachalot, c'est un petit bruit métallique comme ça. Et puis c'est un grand plongeur, donc lui il va faire des plongées très profondes, jusqu'à 2000 mètres de profondeur pendant très longtemps, plusieurs dizaines de minutes, jusqu'à quasiment 1 heure, 45 minutes. Et du coup il va émettre ces clics là pendant très très longtemps. C'est très facile à détecter. Et puis, on a découvert récemment qu'ils effectuaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, une sorte de morse. Je vais vous faire écouter là. Donc on a l'impression que c'est c'est coda, là, c'est une sorte de schéma pour communiquer comme ça avec les congénères. C'est quelque chose qu'on a vu récemment. Donc c'est pas mon équipe de recherche, mais c'est dans la littérature scientifique, c'est vraiment des études récentes là-dessus. Les femelles et les jeunes qui communiquent comme ça. Donc maintenant, je vais vous parler d'un projet concret de suivi par acoustique passive. Maintenant que vous êtes spécialiste, vous savez tous les signaux, vous savez ce que c'est qu'une fréquence, vous savez comment on déploie des hydrophones, comment on enregistre le paysage sonore sous-marin. Donc je vais vous embarquer dans un programme, un des programmes de recherche qu'on a mené ces dernières années, qui s'appelle Cétiroise, qui avait pour but de mettre en place un observatoire acoustique des cétacés en mer d'Iroise. Donc c'est un projet qui a été financé par France Relance à hauteur de 400 000 € et qui nous a été confié par l'Office français de la biodiversité. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le parc naturel marin d'Iroise, mais j'imagine quand même. Donc c'est quoi ce parc naturel marin d'Iroise? Donc c'est un parc marin, donc une aire marine protégée. Ici, c'est ses limites. La chaussée de Saint, ici, limite sud, l'archipel de Molène et Ouessant en limite nord, et puis ici, c'est la zone territoriale, ici, en limite ouest, qui a été créée, donc c'est 3500 km², qui a été donc d'aire marine protégée, qui a été mis en place en 2007, donc avec une équipe de gestion, des gestionnaires de parcs et tout ça. Et donc, c'est le parc marin d'Iroise qui nous a confié cette étude de suivi par acoustique dans cette zone-là. Pourquoi? Alors, dans le parc marin d'Iroise, on va retrouver plusieurs espèces de cétacés qui fréquentent plus ou moins régulièrement la zone. Très régulièrement, on va avoir les grands dauphins. Donc, le grand dauphin, on va retrouver 2 colonies sédentaires de grands dauphins dans le parc marin d'Iroise, une dans l'archipel de Molène et une sur la chaussée de Saint. On va avoir de plus en plus de dauphins communs dans le parc marin d'Iroise,
grosso modo, depuis ces dernières années, le dauphin commun se rapproche beaucoup des côtes. Il y a de plus en plus de reports d'observation de grands dauphins, de dauphins communs, pardon. Donc le dauphin commun, là c'est Flipper, le dauphin. Et là, le dauphin commun, il est un peu bronze et puis il a une forme de sablier comme ça. Donc lui, on va le retrouver régulièrement dans le parc marin. Et puis, on retrouve aussi une espèce qui est côtière, qu'on retrouve aussi sur toutes les façades Manche, mer du Nord et Atlantique. On n'en trouve pas du tout en Méditerranée parce qu'elle n'est pas présente. C'est le marsouin commun. Donc le marsouin commun, c'est le plus petit des cétacés. J'en ai parlé tout à l'heure. Et alors lui, il est très discret. En général, c'est le max qu'on peut voir de l'animal, quoi. C'est un petit aileron pointu en forme de triangle et c'est tout. On voit rarement plus. Il n'est pas du tout expressif comme le grand dauphin qui peut faire des pirouettes et tout. Lui, non, il est ultra discret, le marsouin commun. Donc ça, c'est des espèces qu'on va voir régulièrement. Après, on voit de temps en temps dans le parc marin d'Iroise des rorquals communs. Donc c'est le deuxième plus grand cétacé, à fanon. Des petits rorquals aussi, c'est une autre espèce de rorqual qui est beaucoup plus petite, hein, ça fait la moitié du rorqual commun. On a des observations aussi de baleines à bosse de temps en temps. Et puis une autre espèce aussi, mais alors là c'est un peu plus rare, le dauphin de Risseau. Donc au sein du parc marin d'Iroise, il va y avoir des agents du parc qui vont faire des suivis de photo-identification des espèces de grands dauphins, parce qu'on peut, grâce aux photos et aux marques, aux cicatrices qu'ont les grands dauphins, par exemple, on peut suivre une population, on va identifier les individus et puis on va suivre régulièrement les échanges d'une population à l'autre. On peut faire aussi des suivis de génétique. Donc ça, ils en font aussi un peu sur les grands dauphins en prélevant des échantillons de peau. Il y a eu une campagne de survol aérien qui a été menée aussi au sein du parc marin d'Iroise en 2021 et 2022. Ils font des suivis des échouages aussi réguliers. Et puis... Et on a aussi toutes les observations opportunistes qui ont été faites soit par des pêcheurs, soit par des plaisanciers. Et ces observations opportunistes, elles peuvent être saisies sur une application qui s'appelle Ops en mer. Et donc, la personne qui a observé l'animal, on peut saisir les coordonnées géographiques et puis l'instant à laquelle il a vu l'animal. Et puis, joindre une photo aussi s'il n'est pas sûr de l'espèce, par exemple. En tout cas, ça fait une mine d'informations en sciences participatives qui est vraiment super. Donc ça, c'est les études de suivi actuellement dans le parc, mais c'est vrai que tous ces suivis répondent pas... en tout cas, il y avait un besoin d'améliorer un peu les connaissances sur les déplacements de population de dauphins communs, et puis essayer un peu de voir sur une année complète qu'est-ce qu'on a comme espèce, et essayer de sortir, d'aller un peu plus loin que là où les observateurs vont d'habitude, quoi. Donc quand on a commencé le projet Cétiroise, on avait vraiment envie de mettre des hydrophones dans tout le parc. C'était notre rêve. Le problème, c'est que si vous connaissez un peu la zone, ici vous avez c'est pas des mammifères marins, mais des grosses bêtes noires qui sortent et qui rentrent de la rade de Brest. Et puis il y a pas mal d'activités, d'essais militaires et tout. Et donc on a dû demander des autorisations pour pouvoir enregistrer des sons sous l'eau et déployer pendant 1 an des hydrophones. Et donc on nous a autorisé finalement à déployer des hydrophones uniquement, je vais y arriver, au nord du parc. Donc on n'a pas eu droit au sud. Bon, on habite à Brest, donc nous, être au nord du parc, c'était pas mal aussi. En tout cas, logistiquement, c'était pratique, quoi. Mais on était quand même loin du schéma auquel on avait imaginé. Les objectifs, c'était vraiment ça, améliorer les connaissances sur l'utilisation de la zone par les cétacés, essayer d'avoir un suivi sur une année pour voir la fréquentation spatiale et saisonnière des espèces, et puis illustrer la plus-value de l'acoustique par rapport aux autres suivis, à quel point le suivi par acoustique passive va compléter les suivis visuels que je vous ai montrés précédemment. Et puis l'idée aussi, c'est de former les agents du parc à utiliser le suivi par acoustique passive un maximum comme vraiment dispositif de suivi pour qu'ils continuent à faire ce genre de mesures sur le long terme.
Donc nos sites d'écoute, c'est ceux-là. On avait 7 sites, 2 près de la côte. Et donc ça, c'est des sites qu'on appelle les côtiers. Et puis 5 sites qui étaient au large. Alors là, c'est des sites côtiers parce qu'ils sont à peu près à 20 mètres de profondeur. Et ici, on est déjà un peu plus profond, jusqu'à 100 mètres de profondeur. Donc on a mis nos hydrophones pendant 1 année. Et on visait donc toutes ces espèces-là. Donc je vous en ai fait écouter déjà pas mal tout à l'heure. Le seul que je ne vous ai pas fait écouter finalement, c'est le marsouin. Alors là, on est dans une autre problématique. On ne les entend pas non plus. Donc là, le son est ralenti. Et le marsouin, il a cette particularité, un peu comme le cachalot d'ailleurs. Je n'ai pas fait honneur au marsouin, mais en vrai, j'aurais dû. Le cachalot et le marsouin, c'est quand même les 2 espèces qui ne vont pas siffler. Je me suis trompée tout à l'heure. C'est vrai que le marsouin ne siffle pas, mais c'est un animal qui est tellement discret, on connaît très peu de choses sur cet animal-là. Il va émettre, lui, que des clics. Et il va émettre des clics qu'en très très haute fréquence. Il est à la limite de l'audition de la plupart de ses prédateurs. Donc on pense qu'en fait il est très malin, il émet des sons justement très très haut en fréquence pour pouvoir ne pas se faire détecter par ses prédateurs, parce qu'il faut savoir que le marsouin, comme c'est un petit animal, il est chassé par le grand dauphin, il est chassé par le phoque, donc c'est pour ça qu'il est souvent assez discret. Donc là c'est des sons qui sont ralentis. C'est un bon test pour les oreilles. Vous entendez des tout petits trucs. Il y en a qui n'entendent pas. Je ne sais pas. C'est tout petit. Et alors, c'est des sons de très haute fréquence. Et si vous vous souvenez ce que je vous ai dit tout à l'heure, les sons de très haute fréquence, si on veut enregistrer des sons de très haute fréquence, ça c'est les dauphins. Si on veut enregistrer des sons de très haute fréquence, eh ben, il faut programmer l'enregistreur pour qu'il puisse faire ça. Et donc, ça veut dire qu'il va enregistrer toute la bande de fréquences, donc consommer beaucoup d'énergie et stocker beaucoup de données dans son enregistreur. Du coup, son autonomie va être affaiblie. Donc, si on veut enregistrer des marsouins et des choses de très haute fréquence, l'instrument qu'on va privilégier, c'est un enregistreur qu'on appelle un C-pod ou un F-pod. Voilà. C'est un clic, voilà, je vais un peu vite là. C'est ceci, c'est un détecteur de clics d'écolocalisation. Donc lui, il a un système embarqué à l'intérieur de l'instrument qui va uniquement détecter les événements impulsionnels et uniquement tout ce qui va être clic. Et il va pré-traiter ces données à l'intérieur de l'enregistreur. Donc on ne va pas avoir la donnée brute, on va avoir une donnée pré-traitée en fait. Donc c'est ce qu'on a utilisé pour détecter les marsouins, parce que si on avait utilisé un enregistreur autonome large bande, donc lui qui enregistre toute la bande de fréquence, il aurait fallu on aurait dû changer toutes les 3 semaines à peu près l'enregistreur. Donc on a préféré pour répondre à cette dualité qu'il faut enregistrer des très basses fréquences et puis aussi des très hautes fréquences, partir sur 2 enregistreurs, un qui va enregistrer que des clics de très haute fréquence et puis un qui va tout enregistrer jusqu'à une certaine bande de fréquence pour lui autoriser une autonomie de 3 mois. 3 mois, c'était le bon compromis pour nous pour retourner sur les sites. Donc ça, c'était le choix des instruments. Et puis le mouillage, on a choisi 2 types de mouillage. Un mouillage au fond, pour les sites les plus profonds, avec un largueur acoustique. Donc en fait, on déploie une chaîne de mouillage avec un lest. Vous avez le lest, le largueur acoustique et puis les instruments qui sont ici. On met de la flottabilité pour que ça ne s'écroule pas sous l'eau, que ça flotte. Et puis on déploie l'instrument, on déploie toute la ligne de mouillage. Et quand on revient récupérer le système, en fait, on envoie une onde sonore au largueur acoustique qui va détacher son crochet, si tout va bien, et remonter tout le système. Ça, c'est pour les mouillages du large, 100 mètres de profondeur. Et les mouillages côtiers, là, on a préféré travailler avec des plongeurs, les plongeurs du parc, justement. Eux, ils viennent juste avec un instrument programmé, tout neuf, qui vient d'être programmé avec des piles neuves et tout ça, et ils font juste un changement d'instrument comme ça. Donc là, vous avez des petites photos des manips.
Ici, vous avez Mathilde qui fait sa thèse avec moi, qui prépare les instruments. Julie qui travaille aussi pour moi, qui récupère et nettoie des instruments parce que 3 mois en mer d'Iroise, il y a un peu de faune qui se met sur les instruments. Vous avez les plongeurs qui vont mettre à l'eau. Là, c'est le bateau qu'on a utilisé. On a utilisé le navire Céladon, qui est équipé d'une grue, si vous voulez, qui permet en fait de déployer le lest, parce que le lest, alors je ne sais plus de tête s'il faisait 300 ou 600 kilos, mais c'était un truc assez lourd. Donc tout s'est bien passé, mais on a quand même eu des petites mésaventures. Et ici, vous avez les données qu'on a. Donc ici, c'est le calendrier des déploiements. Ici, vous avez les dates, et puis ici, vous avez les différents sites. Quand c'est vert, c'est qu'on a récupéré de la donnée qui correspond à l'enregistreur large bande. Quand c'est bleu, quand c'est vert, c'est le détecteur de clic. Quand c'est noir, c'est qu'on a déployé, mais qu'on n'a pas récupéré l'instrument. Donc on n'a pas de données. Et quand c'est blanc, c'est que on n'a pas déployé parce que finalement on n'avait plus d'instrument puisqu'on l'avait perdu et plus de dispositif de mouillage. Grosso modo, ça fait peur. On a des trous dans les données. Les suivis par acoustique passive, c'est pas facile. On a toujours des mésaventures. Moi, quand j'ai commencé ce travail, on m'a dit si tu récupères 50% de données exploitables, tu peux être contente, tu peux être fière de toi. Bon, là, on est à 70% à peu près, donc j'étais contente. Mais on préférerait bien sûr avoir 100% des données parce que avoir des trous dans les données, c'est quand même, c'est l'horreur. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu des problèmes de mouillage, beaucoup de biofouling, beaucoup de choses qui ont colonisé finalement l'anneau du largueur acoustique et qui ont fait que on n'a jamais pu, en tout cas l'anneau s'est pas détaché et le mouillage en tout cas il s'est pas détaché quand on lui a demandé de se détacher. Il s'est détaché des fois 2 jours après, mais on n'était plus sur place. Et puis on ne pense pas à mettre de petits GPS sur là on le fera plus, mais à l'époque on avait fait. Voilà, une fois que le truc était perdu, c'était détaché, il était perdu, quoi. On a eu de la corrosion aussi des manilles. Ça, c'est aussi quelque chose qui est difficilement prédictible d'une zone à l'autre et d'une saison à l'autre. Et puis, on a vu aussi, là c'est une photo qu'on a prise avec un drone pour récupérer un mouillage. Il était complètement enchevêtré, en fait, le mouillage, dans ses propres lignes, donc impossible à détacher. Donc ça arrive de perdre les mouillages ou d'avoir du mal à récupérer les instruments. Et puis après, on a eu d'autres déconvenues et là, on était plus en colère parce que c'est des problèmes liés directement à l'instrument. L'instrument qui fait des caprices, qui démarre pas, qui fait n'importe quoi dans son acquisition. Ou alors on a déjà eu aussi un hydrophone qui a cassé, donc vraiment le capteur qui a cassé au déploiement, quoi. On a quand même retrouvé des instruments. Ça c'était assez drôle. Il y avait mon numéro de portable sur les instruments et de temps en temps je recevais des coups de fil pour me dire on a retrouvé ici, alors là c'était pas loin, c'est Guissény, en tout cas c'est sur la côte nord, ça va. On est allé jusqu'en Normandie quand même, on a retrouvé un instrument là, et le plus loin qu'on est allé, c'est un instrument qui s'est détaché là et on nous a appelé ici, en Allemagne. C'était l'équivalent de la SNSM allemande qui l'avait retrouvé. Donc ça a fait les gros titres chez eux. C'était vraiment super drôle. Et ils nous l'ont renvoyé et la donnée est exploitable. Donc ça, c'est incroyable. Donc voilà, même si on a perdu des instruments, alors c'est bien si on veut étudier les courants marins. Perdez vos instruments et c'est bien. Donc après, on a eu la partie de traitement des données. Donc ça, je vais passer assez rapidement parce qu'on en a un peu parlé. On fait de la notation manuelle. Donc nous, la notation manuelle, on le fait sur un outil qu'on a développé qui s'appelle Applause. On fait de temps en temps des campagnes en sciences participatives, si ça vous intéresse. On fait ça avec Astrolabe Expédition, qui est une assoce qui propose régulièrement des campagnes d'annotation manuelle des sons de la mer. Vous allez retrouver les infos sur notre site internet ici, si ça vous intéresse. C'est vraiment une plateforme qui vous permet d'annoter des sons en restant chez vous. C'est sur un serveur de l'Ifremer.
faire, donc vous n'avez pas à télécharger des données, rien. C'est vraiment un truc, une plateforme web. Donc nous, on l'utilise aussi pour faire nos annotations. Donc ici, par exemple, on voit une signature acoustique de baleine. Hop, on clique. De bateau, c'est un bateau. Et puis, on fait aussi de la classification automatique avec différents outils, dont un logiciel qu'on utilise beaucoup, nous, c'est PalmGuard. Et on va obtenir une métrique qui est souvent la présence de sifflements ou de clics sur une unité de temps. C'est la métrique qu'on va le plus utiliser. Alors, les résultats de cette étude de Sétiroise, je vais commencer par les mysticètes. Alors, les mysticètes, ici, vous avez, on a redessiné nos mouillages, ici, nos sites, on a instrumenté. Et puis, on a superposé les observations de mysticètes qui avaient été faites sur l'année dans laquelle on avait enregistré, donc observations visuelles opportunistes. Et nous, on a surtout analysé les points ici du large pour l'instant. On n'a pas encore tout analysé parce que ça demande beaucoup de travail. Les signaux sonores de mysticètes, c'est en basse fréquence. On n'a pas passé de détecteur automatique parce que c'est très bruité. Donc, on fait tout à la main. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais on a quand même eu des détections de petits rorquals, mais pas de détection de rorqual commun. Donc c'est vraiment la partie où on a encore le plus de travail à faire. Donc je rappelle que je cherche je sais pas, un stagiaire, une césure par exemple qui voudrait passer des mois à analyser des données comme ça, bienvenue chez nous. Non mais on le fait, tout le monde le fait, tout le monde dans l'équipe annote un moment ou un autre, on n'a pas le choix quoi. Alors ça c'était pour les mysticètes. Ensuite les marsouins. Ici, on a une métrique qu'on utilise souvent, d'ailleurs, c'est pas ce qui est écrit là, c'est le taux de minutes positives par jour. Donc, on regarde combien on a de minutes par jour sur une journée. Ici, vous avez le temps. Chaque bâton représente une journée. Combien on a de minutes positives par jour de marsouins sur nos sites. Donc là, on a 2 points contrastés. Le point G, c'est le point le plus au large, et le point F, c'est le point le plus côtier. Et grosso modo, en fait, où qu'on soit, on a un taux très faible de minutes positives à la détection de marsouins. En fait, on a très peu de marsouins, en tout cas, dans la zone. Mais on en a toute l'année. Donc, on a peu de détection, mais toute l'année. Donc ça, c'est très informatif parce que ça veut dire que les marsouins sont là. Mais en tout cas, là où on a mis, ce n'est pas les sites qui fréquentent le plus. Alors le marsouin, il faut relativiser. La portée de détection du marsouin, c'est l'ordre de la centaine de mètres. Et en plus, c'est ces clics d'écolocalisation qu'on détecte. Donc c'est ultra directif. Donc il suffit que le marsouin soit à côté du capteur. On ne les entend pas, quoi. Enfin, on ne les détectera pas. Et puis l'algorithme de détection qu'on a utilisé, il sous-estime le taux de détection. Donc on a quand même en sachant tout ça, on sait qu'on a de la détection de marsouins qui est sûrement sous-estimée, qui reste faible, mais qui est là toute l'année. Ici, vous avez la répartition géographique. Alors là, chaque pourcentage, c'est le pourcentage de jours positifs à la détection de marsouins selon les saisons, donc printemps, été, automne, hiver. On n'en a quasiment pas en hiver, mais le reste de l'année, on en a un peu. Quand c'est NA, c'est qu'au printemps, on n'avait pas de données, quoi. C'est des instruments qu'on a perdus. Les delphinidés, donc même travail. Même métrique. Ici, ça va être que les sifflements. Et là, on voit une grosse différence entre les détections sur les sites du large et les détections les sites côtiers. On a beaucoup de détections au large, beaucoup plus que sur les sites côtiers. On a des détections un peu tous les jours quand même, mais pas beaucoup. On est de l'ordre de 30 minutes à 1 heure par jour max de détection de dauphins, c'est pas beaucoup. Alors que là, on atteint il y a des jours où on a des dauphins toute la journée, quoi, sur le site. On est pratiquement à 100% de minutes positives dans la journée.
avec une sorte de patron saisonnier qui a l'air de se dessiner avec un pic de présence plutôt à l'été et l'automne. Donc c'est des delphinidés. On ne sait pas si c'est des grands dauphins ou des dauphins communs. Là, il y a tout un travail à faire de regarder bien c'est quoi tous ces signaux et d'essayer de répertorier les signaux. Mais comme à l'heure actuelle, on n'a pas de catalogue de dauphins communs, de sons de dauphins communs et de grands dauphins, c'est un travail qu'on fera, je sais pas, peut-être dans 5 ans quand on aura réussi à classifier, quoi. Ici, vous avez la répartition, donc pareil, par saison et par site. Bon voilà. Alors l'été, comme d'un fait, on avait des données, tous les sites ont fonctionné. L'été, on a beaucoup de dauphins. Après, l'hiver, par exemple, on en a toujours beaucoup au large. On a l'impression qu'on en a un peu moins sur la côte. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est la même chose. Je me répète. Ah oui, alors là où je vous dis, tout ça, ça a quand même des limites, c'est qu'on a un paysage sonore et un bruit ambiant qui est quand même très important dans la zone où on a enregistré et qui est très contrasté entre les sites côtiers et les sites du large. Donc ici, vous avez un spectrogramme sur 3 mois de données sur un site au large et sur un site côtier. Plus c'est jaune, plus c'est bruyant en fait. Et donc notre site côtier, il est extrêmement bruyant. C'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à détecter de mysticètes dans les basses fréquences, et c'est peut-être pour ça qu'on a un taux de détection de delphinidés qui est quand même très faible. Alors on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Enfin, grosso modo, c'est vraiment du bruit de courant de marée, de l'agitation de surface, de vagues et de houles, mais on a une espèce de rythme. Vous voyez des rayures là, on a une espèce de rythme jour-nuit dans le bruit côtier, et à l'heure actuelle on n'arrive pas à identifier d'où ça vient. Au début on pensait que c'était vraiment corrélé avec la marée, mais en fait non, ça a l'air d'être corrélé avec le jour et la nuit. Donc pour l'instant c'est encore mystérieux. Donc voilà cette étude-là. Donc elle a vraiment permis, en tout cas, on a montré qu'on était capable du coup d'amener de la connaissance dans le parc marin d'Iroise, notamment sur la détection des marsouins et des dauphins. Un peu moins sur les mysticètes, mais encore une fois, on n'a pas encore analysé toutes les données, donc on va peut-être faire des belles découvertes. Le parc marin était très content. Ils veulent continuer ces suivis. Alors pas sur autant de sites parce que ça demande une logistique qui est quand même importante, mais au moins sur un site côtier et un site au large dans les années à venir. Évidemment, ils regrettent qu'on ne puisse pas distinguer, classifier les espèces de dauphins parce que ça aurait répondu à pas mal de questions. Mais voilà, on n'a pas dit notre dernier mot, on y arrivera peut-être à le faire. Donc c'est ça un peu les perspectives au niveau du parc marin d'Iroise. Et puis là, on commence un nouveau projet, mais cette fois-ci en Manche-Mer du Nord. Donc on va déployer un observatoire acoustique de Cherbourg à Dunkerque dans les mois qui vont venir. Mes collègues partent sur le terrain pour équiper ces points-là la semaine prochaine. On a déjà équipé celui-ci et celui-ci. Donc ça, c'est pour 2 ans. Et ça, c'est un projet de l'Observatoire des éoliens en mer. Donc je voudrais remercier toute mon équipe parce que moi je ne fais pas ce travail tout seul, moi je manage une équipe, j'ai des idées, ils font des trucs et moi je regarde un peu tout ça. Donc j'ai 4 ingénieurs de recherche qui travaillent avec moi, un enseignant-chercheur aussi qui est capable de prendre des étudiants aussi. D'Orient. Et puis là c'est nos thésards et c'est les thésards de l'équipe. Voilà, je voudrais encore vous remercier de m'avoir invité. J'espère que ça vous a plu, qu'il n'y avait pas trop d'infos, je ne sais pas trop, vous me direz. Et puis je remercie vraiment aussi l'infographiste là parce que c'est vraiment super joli. Merci à vous et regardez sur le site. Merci beaucoup, Flore. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci pour toutes ces infos.
Bon, déjà, je voudrais remercier le marsouin en tant que migrant très, très discret. Comparé au cachalot que l'on peut retrouver apparemment partout. Donc, en tout cas, ces animaux ont beaucoup de chance parce qu'ils n'ont pas de frontières. Hein. Ça, c'est vraiment très intéressant. Pour rester sur un domaine humain, je voudrais savoir comment vous faites pour effacer les pollutions anthropiques sonores dans vos enregistrements. Je ne les efface pas. Vous pouvez pas. En fait, alors, quand on a des enregistrements où, par exemple, on a un bruit de chaîne qui est important, à un certain moment de la marée, par exemple, on va enlever ces bouts d'enregistrement-là et on va faire nos analyses sans ces enregistrements-là et nos statistiques en les enlevant de notre effort d'observation. Donc, on va être hors effort. C'est comme si on n'avait pas enregistré, en fait. Et quand on a... Donc ça, c'est un bruit qui est intrinsèque au mouillage. Et c'est exactement la même chose quand on va avoir par exemple, de la prospection pétrolière qui va être très importante. Je pense notamment sur les données de l'océan Indien. On a beaucoup de prospection pétrolière et la prospection pétrolière, en fait, ils font de l'acoustique active, ils envoient une onde sonore très très forte, c'est ce qu'on appelle des canons à air, très forts et très puissants, régulièrement, peut-être toutes les 10 secondes. Et donc on a des impulsions comme ça qui vont apparaître dans le spectrogramme et qui vont nous empêcher, si vous voulez, de voir le moindre signal. Donc on est hors effort. Donc on va recueillir l'information de pollution pour d'autres études, mais pour le suivi des baleines, c'est pas possible, quoi. Et donc, dans votre prochaine campagne, là, en mer du Nord, ça risque d'être très bruyant, non ? Oui. Ouais. Là, c'est ça. La campagne qu'on va faire, c'est des campagnes de test, très bruyants par rapport au trafic maritime. Oui. Ouais. Alors, après, ça va dépendre de... Disons que tout ce qui est trafic maritime de cargo, pétrolier, porte-conteneurs et tout ça, on est dans de la basse fréquence. On est entre 0 et 500 Hz. Comme on se concentre vraiment sur le marsouin, pour l'étude en Manche-Mer du Nord, ça devrait pas, en théorie, nous gêner. Puisqu'on ne sera pas dans la bande de fréquence des marsouins. Mais là où ça pose problème, c'est si on veut, par exemple, monitorer une population de grandes baleines dans les basses fréquences, dans une zone qui est très, 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 très fréquentée par des navires, en fait. Mais bon, étonnamment, sur certaines zones, je pense notamment à Mayotte, on travaille on a des enregistrements au large de Mayotte. C'est une zone vraiment dans le canal du Mozambique qui est très très fréquentée et pourtant c'est là où on a le plus de détection d'espèces et le plus de diversité aussi. Donc voilà, pas de frontières. Très bien. Je vais terminer pour le petit bruit de fond que vous nous montriez tout à l'heure en jaune. C'est pas l'activité anthropique journalière qui provoque ces vibrations terrestres et qui se répercutent. Non, qui viennent de la Terre et qu'on aurait en côtier. Oui. Je pense quand même. Après, là où on est, au large, les points côtiers sont quand même. Il n'y a pas grand-chose au large de ça. On n'est pas dans la rade de Brest en fait. Hein. On est vraiment à l'extérieur. On est en face de la Nil Dut et tout. Il n'y a pas de port, il n'y a rien du tout. De grandes structures en tout cas. Ça aurait pu, mais j'ai un petit doute quand même. Et une dernière question. Je vois que vous préférez les étudiants dans vos campagnes d'annotation, mais les retraités, ils sont... Non. Les étudiants, c'est parce que je peux les conventionner. Oui. Les retraités, je vous invite à faire de la science participative là-dessus, très avec bien, joie. Merci beaucoup. Mais oui. Là, on est en train de déposer un projet justement de sciences participatives, essayer d'étendre un peu ça, quoi. Mais sur Astrolabe Expédition, n'importe qui peut annoter, quoi. Merci pour la conférence. Moi, j'ai une petite question sur la balise qui a été retrouvée en Allemagne. Est-ce qu'elle a pris des mesures tout son trajet depuis la Bretagne jusqu'à l'Allemagne? Est-ce que vous avez étudié ça? Alors, je ne sais plus. Je crois que non.
Je crois, mais alors je confonds parce que dans l'océan Indien aussi, ça nous est arrivé de perdre des hydrophones et de les récupérer en Nouvelle-Zélande. Et je sais que eux, ils avaient enregistré tout du long, mais en fait, on n'entendait que le clapotis. Voilà. Il me semble que ce qui s'est passé pour celui qu'on a retrouvé en Allemagne, c'est qu'il s'est détaché. Il y avait pratiquement plus de batterie. Et je sais qu'on a entendu le moment où il s'est décroché, en fait. On a repéré le moment où il s'est décroché. Et après, je crois qu'on n'enregistrait plus. Je suis quasiment sûre que c'est ça, quoi. Son autonomie, de toute façon, on est arrivé au bout de son autonomie. Mais bon, je pense que voilà, c'est des instruments en surface, c'est tellement le bazar que je pense que la qualité de la donnée, ça va pas, quoi. C'est des hydrophones, hein, ils ont besoin d'être vraiment sous l'eau. C'est pas comme des micros, quoi. Bonsoir. J'avais une question concernant l'interprétation des sons émis. Est-ce que vous pensez que certains sons, enfin, en tout cas pour certaines espèces, ces sons peuvent correspondre à des sons qui sont censés attirer des proies ? J'ai vu des choses passer comme ça, mais moi je ne suis pas spécialiste de ça. Je sais pas, je saurais pas répondre. D'accord. En tout cas, de ce que je comprends, c'est que certaines espèces vont émettre des sons, mais qui seront pas dans la bande d'audition des poissons. Donc j'ai un doute, mais peut-être qu'il y en a qui font ça, je sais pas. Mais la bande d'audition des poissons, c'est quand même pas la même de la bande d'émission des signaux des cétacés. Enfin, ça dépend desquels, quoi. D'accord. Et une question technique par rapport à vos hydrophones. Est-ce que lorsque vous les immergez, d'une part, comment est-ce que vous les retrouvez, enfin pour les plongeurs, et d'autre part, est-ce que vous mettez d'autres sondes de paramètres physico-chimiques de l'eau, mis à part les hydrophones ? Alors, dans le projet Sétiroise, on a fait appel aux plongeurs sur les sites côtiers parce que justement, c'est une zone qu'ils connaissent bien, où ils vont régulièrement plonger. Et puis là-bas, l'eau est assez cristalline. Enfin, on voit sur les photos quand même qu'elle est super claire. Donc eux, en fait, c'est juste avec le point GPS qu'ils vont plonger, ils y vont. On a d'autres sites, par exemple dans le projet en Manche-Mer du Nord, là au large de Cherbourg, où là la turbidité fait que quand on arrive sur le site, en fait, on largue une petite bouée qui va se mettre en surface, et comme ça le plongeur va savoir que l'instrument est sous la bouée, quoi. C'est plutôt ce qu'on va faire d'ailleurs. Et est-ce qu'on utilise d'autres... Alors nous, on ne met pas d'autres sondes dans nos projets, donc que ce soit sur Sétiroise ou sur Oasis Bio, on ne l'a pas fait. Après, ça nous est arrivé dans d'autres projets de s'associer à des bouées existantes, par exemple, qui sont multi-instrumentées, et d'y fixer un instrument, quoi. Dans l'idéal, nous, on aurait surtout besoin température, salinité, pour justement reparamétrer la vitesse du son et plus travailler sur la propagation, mais voilà. Donc on est sur des questions techniques, je profite d'avoir le micro. Pour l'océan Indien, là, vos hydrophones, ils sont toujours dans des eaux territoriales et sinon, comment ça se passe pour les demandes d'autorisation et tout ça ? Ah bah non, dans l'océan Indien, ils sont pas du tout, ils sont dans des eaux internationales, donc on n'a pas besoin d'autorisation. Après, on est sur des zones très pélagiques et on est sur des fonds de 3-4 000 mètres de fond. Donc le challenge, il est plus sur le déploiement. J'avais prévu, enfin je peux vous montrer, hein, j'ai des petites slides là-dessus sur le type de mouillage qu'on va retrouver dans l'océan Indien. Donc l'hydrophone, il va être à une certaine profondeur, il va être entre 500 et 1500 mètres de profondeur. L'hydrophone, il est dans une bouée là, entre 500 et 1500 mètres de profondeur. Donc on n'a pas de bouée en surface, donc il est juste voilà. Et puis on a un câble ici de plusieurs, peut-être il fait 3000 mètres. Et ici le lest et le largueur acoustique. Voilà. Donc il n'y a pas trop de problèmes de collision ou de choses comme ça. Et puis on est vraiment sur des zones... Enfin voilà, là c'est quand il est remonté en surface, mais autrement on ne le voit pas du tout, quoi. Et moi je me demandais pourquoi les dauphins étaient davantage visibles sur nos côtes.
Attends, j'entends pas. Je me demandais. Ouais. Pourquoi il y a plus de dauphins communs qui viennent sur nos côtes en ce moment, depuis quelques années? On observe un déplacement de certaines espèces de poissons, des poissons qu'on ne voyait pas forcément près des côtes, notamment les thons et tout ça, on en voit de plus en plus près de nos côtes. En fait, on voit beaucoup plus d'espèces sur le talus qu'on voyait en fait avant. Et donc du fait qu'il y a ces proies, les dauphins doivent venir. Alors pourquoi est-ce que ces proies se sont déplacées et sont plus côtières? Ça, on ne sait pas trop. Si c'est des changements globaux, si c'est difficile à dire, on ne sait pas pour l'instant, quoi. En tout cas, ce qu'on sait sur la population de grands dauphins, c'est qu'elle n'a pas l'air d'augmenter. C'est pas plein de nouveaux dauphins communs, c'est pas plein de nouveaux dauphins communs qui viennent. C'est toujours la même population, mais elle s'est déplacée. Et c'est pareil pour le marsouin. On a observé, avant, il y avait beaucoup de marsouins en Manche-Mer du Nord, et depuis quelques années, on voit vraiment un déplacement des populations, plus jusqu'en Sud-Bretagne, qu'on n'avait pas forcément avant, quoi. Ça bouge beaucoup, hein. Oui, bonsoir. Plus généralement, je voudrais savoir à qui profitent vos études et si vous pouvez les communiquer à d'autres associations, par exemple de défense des baleines et autres. Est-ce que ce sont des éléments que vous avez le droit de communiquer ? Alors, les études sur les grandes baleines, elles vont vraiment servir à la Commission baleinière internationale. Donc, c'est une commission internationale qui se réunit tous les ans et puis qui font un peu l'état des lieux des populations et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on communique donc tous les ans. On présente un peu ce qu'on a vu et puis des fois, la commission propose des groupes scientifiques spécifiques, par exemple sur le rorqual commun, pour un peu savoir au niveau international comment on peut caractériser la population, des choses comme ça. Ça, c'est pour les grandes baleines. Après, nous, notre financeur principal, c'est l'Office français de la biodiversité. Donc, tout revient après comme information au niveau de l'État. Et la plupart des suivis qu'on fait, on implique, en tout cas, on essaye d'impliquer de plus en plus des associations aussi, des associations locales, dans les prochains projets qu'on va mener, et notamment dans le projet en Manche-Mer du Nord. On travaille avec les associations qui sont dans le secteur. Nous, le but, c'est vraiment de former les gens en fait à utiliser cette technique de suivi. Alors, on sait que c'est une technique de suivi qui n'est pas facile, qui demande des fois des moyens et tout ça, mais en tout cas, on leur apprend les bases et on les suit dans les projets et on les inclut aussi dans les projets pour qu'ils puissent utiliser cette méthode de suivi-là et la compléter. Voilà. Après, on publie nos résultats dans des revues scientifiques aussi. Et puis, moi, je fais un peu de médiation si je peux, quoi. Voilà. Quelle est la différence entre l'écolocation et l'écolocalisation, s'il y en a une? Pour moi, c'est la même chose. Mais clic d'écolocation, clic d'écolocalisation, je pense qu'on est sur le même... c'est la même chose. Et concernant donc les bouées, j'avais entendu dire qu'elles étaient confiées parfois à des personnes qui faisaient des grands voyages et qui les mettaient à des endroits où vous leur avez signalé des points GPS. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que... Que quelqu'un allait les déployer? Quelqu'un les déployait ou... Oui, qu'elles étaient transportées par des voyageurs. Moi, je n'ai pas connaissance de ça. Par contre, nous, ce qu'on fait aussi de plus en plus, parce qu'on nous le demande et parce que c'est aussi en sciences participatives, ça va être porteur de plein d'infos, c'est qu'on peut proposer à des gens qui font des grands voyages. Là, par exemple, on a des étudiants de l'ENSTA qui sont en césure, qui vont partir faire un grand tour en Atlantique à la voile. C'est de leur mettre en place, de leur proposer d'embarquer avec eux un hydrophone et de leur donner un protocole. Donc dès qu'ils voient des animaux, en fait, on leur demande de mettre à l'eau l'hydrophone pendant 10 minutes. Et puis, donc on leur apprend à le programmer, tout ça. Et puis, s'ils voient des animaux, s'ils peuvent remplir une feuille, voilà. Et ça, ces données-là vont nous permettre, en fait, d'alimenter toujours un catalogue de sons, espèces, animaux. Donc ça, nous, on va le faire avec des étudiants. On nous a déjà proposé plusieurs fois aussi de le faire. On le fait avec les assos aussi en Méditerranée, par exemple Miraceti,
a mis en place ce protocole-là aussi dans ses campagnes d'observation visuelle. Donc soit c'est des points d'écoute quand ils voient des animaux, ou alors c'est des points d'écoute régulièrement. Ça dépend s'ils suivent un transect, par exemple. Ça peut être intéressant toutes les 10 minutes, par exemple, enfin peut-être pas toutes les 10 minutes, mais toutes les heures ou toutes les autant de milles, essayer de faire un point d'écoute. Nous, ça nous permet un peu d'avoir une idée. C'est des choses qu'on fait de plus en plus. Alors on fait de plus en plus, pourquoi ? Parce que les gens sont en demande, et puis les hydrophones sont beaucoup moins chers qu'avant, beaucoup moins compliqués à mettre en place. Les logiciels de programmation sont vraiment très faciles à utiliser. Donc ouais, ça va se faire de plus en plus, en tout cas, j'espère. Merci. Alors moi, c'était par rapport au chant des baleines. Est-ce qu'il existe des accents régionaux et est-ce qu'une baleine qui change de région peut changer d'accent ? Alors sur la baleine bleue, là, ce serait plutôt sur la baleine bleue pygmée, par exemple, où tu vois que tu as vraiment... Attends, je vais remettre ma slide. Ce sera plus clair. La baleine bleue pygmée, tu peux dire qu'elle a des accents, un accent régional entre l'Australie, voilà, c'est celle-là. L'Australie, le nord de l'océan Indien et puis Madagascar. Mais il y a des sites où tu vois que les couleurs se croisent en fait. Et il y a certains sites en fait où on va retrouver 2 ou 3 populations et des fois en même temps. Mais on n'a pas l'impression que pour autant ça... Enfin ça, je ne saurais pas répondre si elles s'enseignent quelque chose. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, nous, on voit sur certains sites qu'on va retrouver les mêmes espèces, enfin des populations acoustiques différentes au même endroit. Mais je ne sais pas trop. Alors ça, c'est pour la baleine bleue. La baleine à bosse, ça a été reconnu que le chant de l'année, là, comme je l'ai dit, lui, il va voyager, il va faire le tour du monde, par contre. Donc on va vraiment avoir d'une année à l'autre, enfin, je ne connais pas trop bien, hein, j'ai peur de dire des bêtises, mais en tout cas, ils vont émettre des signaux, un chant avec un rythme et tout ça. Et ce même chant, on va le retrouver sur une autre population à une autre longitude quelques années après, en fait. Et on a l'impression qu'on a comme ça un transfert du chant autour du monde au fil des années. Ça, c'est pour la baleine à bosse. Après, sur les autres espèces, je ne sais pas trop. Ouais. Oui. Merci pour votre belle présentation. J'avais une petite question. Est-ce qu'en parallèle de vos suivis acoustiques, vous faites des prélèvements d'ADN environnemental pour justement apporter de l'information sur l'identification des espèces ? Non, alors du tout. J'aimerais bien... Alors sur ces tiroises, par exemple, je ne pense pas que le parc marin en faisait ou en a fait. Peut-être qu'ils en font maintenant, mais ça aurait été chouette d'en faire. On a fait un projet là, avec l'Observatoire Pélagis, une campagne en mer qui s'appelle Delghost il y a quelques années. Enfin, en tout cas, on a participé au Delghost 2 et on a juste laissé un hydrophone pour le Delghost 3. Mais en tout cas, eux, ils faisaient ça. Ils prenaient, donc pareil comme sur les voiliers, ils faisaient des points d'écoute. Donc, c'est juste, tu immerges ton hydrophone pendant 10 minutes et tu récupères. Tu n'as pas besoin de lest et tout ça. Et ils faisaient de l'ADN environnemental aussi en même temps. Je pense que ça peut être super complémentaire, hein, ces deux méthodes-là. Puis ces deux méthodes émergentes qui sont... Enfin, l'ADN environnemental est arrivé un peu après, mais ouais, ce qui pourrait amener pas mal d'infos. Mais l'ADN environnemental, comme pour l'acoustique, hein, je pense que c'est difficile d'avoir toutes les infos sur telle et telle espèce. Voilà. Mais ça peut être une combinaison de méthodes de suivi complètement. Merci pour toutes ces informations sur ces mammifères qui nous font rêver, en tout cas moi. Là, on a entendu parler, on a beaucoup parlé de ce qu'ils émettaient, mais est-ce qu'on a une idée de ce qu'ils entendent ? Ça entraîne des questions derrière, hein, c'est-à-dire que est-ce qu'ils entendent d'autres espèces ? Est-ce qu'ils ont la chance de ne pas entendre certaines émissions que nous, on pourrait émettre ? Est-ce qu'on a des éléments sur oui, ça ? Alors là, c'est tout un autre cours que je donne sur la pollution sonore et tout ça. Oui, alors rapidement, qu'est-ce qui s'est passé dans les années
milieu des années 90, début des années 2000, on a commencé à avoir des animaux échoués en très bonne santé dans des zones, dans des plages, sur des plages et tout ça, des animaux qui étaient vraiment, qui n'avaient pas de raison de s'échouer. Et on a rapidement corrélé ça avec des exercices militaires, donc des exercices bruyants. Et c'est là où a émergé la possibilité que l'homme faisait des sons sous l'eau et que ces sons-là pouvaient impacter les mammifères marins. Donc à partir de là, donc on est dans les années 2000, il y a eu un groupe de travail qui s'est mis en place au niveau international pour essayer de mieux comprendre justement ça. Exactement les questions que vous posez, c'est quoi la bande d'audition des cétacés? Et donc ces travaux-là, ils ont montré qu'on pouvait regrouper tous les cétacés en 3 bandes d'audition, en fait, enfin d'audibilité. On va retrouver des animaux qui seront plus sensibles aux basses fréquences, donc ça va être toutes les grandes baleines. Les animaux qui sont sensibles aux moyennes fréquences, plutôt tous les delphinidés, et puis des animaux qui sont plus sensibles aux hautes fréquences. On voit que certaines espèces alors voilà, on a fait ça. Ensuite, sur des dauphins, enfin sur des animaux qui étaient en captivité, on a essayé de mettre en place des audiogrammes. Donc comme on ferait pour nous, on envoie un signal à une certaine fréquence et à une certaine intensité, et on regarde. Là, le dauphin dit pas oui, j'entends ou pas, mais en tout cas dans le cerveau, si ça allume des parties. Et on a vu qu'on avait des espèces, par exemple que le phoque, qui eux entendent pas trop, mais dans toute une bande de fréquences, alors qu'on a d'autres espèces comme le marsouin qui entendent pas partout, mais par contre ils sont très sensibles dans les très hautes fréquences. Ils ont vraiment un audiogramme. L'audiogramme, ça a une forme de V vraiment très très décalé, très précis, quoi. Donc il y a eu tout ça, un peu de choses en captivité, des choses, des modèles un peu pour essayer de comprendre comment ça peut se passer sur d'autres espèces. Et puis après, il y a eu tout des modèles, des études de suivi comportemental en imposant à des animaux un son et en regardant leurs réactions. Donc ça, c'est des campagnes qui ont été faites surtout par les Américains, les Norvégiens, et puis ça a été mené ici par une chercheuse, par une collègue à moi qui s'appelle Charlotte Curé, qui était financée aussi par tout ça, c'était payé par la Navy américaine, et nous, un petit peu la DGA aussi pour nous. Et l'idée de ces études-là, ça existe toujours, c'est de mettre des balises sur des animaux, de regarder leur comportement de nage normal et tout ça, de déplacement, et ensuite de leur faire, de les soumettre à un bruit et de voir leur réaction. Et ensuite, on va regarder, quand on les soumet à un bruit qui leur fait peur, notamment des sons d'orques par exemple, comment est-ce qu'ils vont réagir. Et donc là, il y a toute une palette d'études là-dessus. L'idée du programme 3S, c'est d'essayer de le faire sur un maximum d'espèces. Alors ça demande des moyens colossaux. Les sons qu'ils vont émettre, ça va être bien sûr des sons qui ne seront pas très très forts quand même. On ne va pas aller jusqu'à tuer l'animal, mais voilà. Et puis après, il y a tout un suivi. Il y a des groupes de travail qui sont mis en place sur le son, de façon générale aussi, au niveau international, pour essayer de mesurer le son, de reporter des informations. Quand il y a des animaux qui s'échouent, notamment sur les côtes françaises, que ce n'est pas des animaux qu'on a l'habitude, ou c'est des choses un peu bizarres, on va faire des analyses à l'intérieur de l'oreille pour voir s'il y a une lésion. Les autopsies, tout ça, c'est un peu plus poussé. Et puis après, ce qu'on a vraiment remarqué, c'est que quand un animal est exposé à un bruit, soit il va l'ignorer, soit ça peut le gêner d'un point de vue, il peut l'ignorer, ça peut être pas dans sa bande d'audition, il peut le tolérer. Après, on va avoir une autre zone à mesure qu'il s'approche de la source où il va commencer à changer son comportement, nager plus vite, avoir son rythme cardiaque qui s'accélère et tout ça, quitter la zone. Et puis après, ça va jusqu'à plus il s'approche de la zone, plus ça peut avoir des lésions sur son appareil auditif, des lésions temporaires ou permanentes. Et puis après, il peut aussi avoir des réactions comportementales telles, je pense notamment aux grands plongeurs, qui vont remonter très vite et finalement se mettre avoir un comportement létal en fait. Voilà en... C'est pas moi.
c'est de la pollution sonore.